Ahla wa sahlan, Mabsoutin, Kwayesin, Anakaman. En tout cas, moi, je suis ravi de rencontrer aujourd'hui Barak, Iyam et Razi sur ce voyage dans le genre. Avant le choc des colonisations et influences européennes en Orient, bien avant celui en rédaction du salafisme et du wahhabisme, les sociétés arabes, perses, orientales ont connu une poésie et une littérature plus que suggestive concernant les amours homosexuels, les désirs hors mariage et l'alcool aussi. Des mille et une nuits à Hafez el-Shirazi et son divan persan, d'Abou Nawas, dont parle Barak dans le taxi, à Khaled Gibran, l'Orient osait quand l'Occident censurait. Si aujourd'hui en Europe, l'autofiction explore de plus en plus la question du genre et de la sexualité, il n'en est pas de même en Orient où la censure vient autant de l'État que des sociétés. Alors vos trois ouvrages, Razi, Barak et Iyam, s'inscrivent en rupture. Très différents, très percutants, très personnalisés. Ils posent dès leur couverture, je vais vous montrer celle-ci, dès leur couverture et la couverture d'Iyam aussi, ils posent dès leur couverture, leur première page, la question du genre, du patriarcat, de la domination masculine, du travestissement d'abord, de l'homosexualité au BDSM, de la transsexualité au triolisme, des cris sans pudeur ni phare. Vous cassez le mur du non-dit. Vous forcez le regard oriental à ne pas détourner la tête là où c'est l'usage. Ces trois ouvrages sont publiés en Europe, à Londres, à Paris, à Bruxelles, en français et en persan. Trois ouvrages de l'exil. Et donc j'aimerais vous présenter tout d'abord Razi Rabiavi. Vous êtes né à Abadan, dans le sud de l'Iran, à la frontière avec l'Irak et le Golfe Persique. À 22 ans, vous vous installez à Téhéran et la révolution éclate. Vous publiez romans, nouvelles, théâtre, jusqu'à être interdit de publication en 1994. Auparavant, vous avez été incarcéré 9 mois en 1980. En 1995, vous êtes forcé à vous exiler à Londres. Vous continuez à écrire pour le théâtre et le cinéma. En 2007, vous tentez de publier Les Garçons de l'amour en Iran, rejeté évidemment par la censure, qui ont été publiés à Londres en 2011 et traduits par Serge Safran en 2020 en français. Les Garçons de l'amour, qui auraient pu s'intituler Les Garçons de la douleur ou Les Garçons de la mort, racontent la rencontre amoureuse au sud de l'Iran, là où vous êtes né, d'un fils de notable qui est allé à l'école, Jamil, avec Nadji, qui fauche les herbes sur les bords du fleuve. C'est l'histoire d'une fuite, d'une descente en enfer, racontée à la façon d'un conte, d'une tragédie. L'histoire d'un amour possible, qui échoue contre le père, le village, l'exil, l'armée, la prison, la vengeance, l'État, l'islamisme. Le lecteur n'en sort pas indemne et c'est un ouvrage poignant. Barak Rima. Je vous invite à regarder d'ailleurs les papoteries qu'a eu Barak avec Haïfa. La connexion était super mauvaise, mais le numéro était quand même super réussi. C'est sur le compte Instagram de l'Institut du monde arabe. Vous êtes né à Tripoli, au nord du Liban, dans les années 70. Vous êtes venu, comme la plupart de la classe moyenne libanaise à l'époque, étudier en Europe. À Paris puis à Bruxelles, vous avez étudié la bande dessinée. Vous êtes resté, malgré une tentative de revenir à Beyrouth. Vous avez publié 3 livres. Beyrouth, et puis la trilogie qu'on a ici et qu'on pourra vous montrer. Oui, Beyrouth, la trilogie, voilà. Et Le Conteur du Caire. Vous êtes aussi cinéaste, auteur de spectacles. Depuis 2010, vous faites partie d'un collectif, Samandal, la Salamandre, où vous collaborez. Dès 1996, vous collaborez avec la presse belge, libanaise et Internet. Pour en revenir au taxi. Superbe ouvrage. Vous racontez de façon symbolique le retour du narrateur, du Barak jeune, à sa ville natale de Tripoli. Tout se passe dans un taxi-service qui est comme un théâtre de la société. Il imagine même y être né. C'est un voyage dans le temps, dans la ville, dans la société. Une discussion sur l'exil, sur l'étouffement, sur la suffocation, voire le viol. Vous y travaillez depuis 1998. Jusqu'à la lecture par le chauffeur de taxi, qui est poète de son vrai métier, qui lit aux passagers à l'arrière Abou Nawas, le vin, le vent, la vie. Et là, c'est un grand moment de libération du fantasme et de l'amour. C'est un ouvrage magnifique et poétique, une rêverie, qui a un charme fou. Alors le taxi est présent dans beaucoup de vos ouvrages. On a vraiment l'impression que c'est finalement le lieu de la transition parfois.
parce que dans l'ouvrage d'Iyam Yared aussi, tout se passe dans un taxi et un embouteillage. Vous êtes libanaise aussi, Iyam. Vous êtes née à Beyrouth dans les années 70. Vous avez grandi. Vous hésitez entre les théâtres et l'écriture longtemps. Vous avez publié des recueils de poésie internationalement reconnus. Et vous vivez entre Paris et Beyrouth aujourd'hui. Nos longues années en tant que fille est votre 5e roman. C'est l'histoire d'un embouteillage, d'une alerte attentat qui bloque Paris, le nord de Paris, tout ce quartier que vous comparez à Sabra et Shatila, de la Goutte d'Or, où vous êtes bloqué, où la narratrice, en instance de divorce, alors on ne sait pas si c'est Victoria à Cabal ou Cactus de l'ombre, ou les deux à la fois, est soumise à l'angoisse du retard à retrouver son dominateur à Melun. Donc le BDSM n'est pas le DS, avec un grand D et un petit S. Cette narratrice est donc dans l'expérience d'une domination, où elle décrit dans ses moindres mécanismes sexuels, psychologiques, cérébraux, la soumission qui renvoie au corps et au coup de règles des bonnes sœurs, aux humiliations de la mère, aux humiliations des frères, au corps nié, ligoté de l'éducation patriarcale et aux humiliations du beau-père. Le taxi est conduit par une femme au volant, mort au tournant. Cette femme, Mélanie, est en transition. D'homme, elle devient femme, ou elle a toujours été femme et elle s'accomplit. On n'est pas femme, on le devient, disait Beauvoir. Mélanie dira, ça se mérite d'être une femme. Nos sexes se méritent. Deux voix qui évoluent séparément dans votre roman, la voix de Mélanie et la voix de la narratrice, avant de se rencontrer. En fait, Nos longues années, l'histoire d'une libération, d'une sortie de l'emprise, d'une rencontre. C'est un roman incisif, tranchant, qui s'efforce de tout dire, tout voir, tout dévoiler, sans aucune allusion, dans le vif. Et de libération de la domination masculine. Alors, tous les trois, nous avons peu de temps, je vais vous poser la même question. Vos ouvrages interrogent le genre. Quand on transgresse la norme, le genre, quand on écrit sur l'interdit, est-on condamné à l'exil, à sortir de sa société ? Cette transgression permet-elle de bousculer d'autres frontières et lesquelles ? La transgression est-elle un acte de création ? Et est-elle aussi à écrire, dessiner, dire autrement ? Je donnerai la parole d'abord à Razi Rabiavi, puis à Barak et enfin à Iyam. Et j'aimerais vous lire un très court passage de l'ouvrage de Razi, Les garçons de l'amour. Ces garçons de l'amour qui pourraient être garçons de la mort ou garçons de la douleur. Dès la première page, la question du genre est posée. Finalement, mon père vit ce qu'il n'aurait pas dû voir. Je te l'ai raconté, n'est-ce pas ? J'avais déjà joué à ce jeu avec mes sœurs et mes cousines. Chez Néné et Anne, elle était la seule à laisser les enfants faire tout ce qu'ils voulaient. Ma sœur, Béyé et moi, nous étions assis sur 2 tabourets pendant que les filles nous maquillaient avec les produits de beauté. Ce qui s'est passé tout à l'heure. Qu'elles avaient chippé à leur mère. Béyé jouait le rôle du marié, car elle était plus grande et plus forte que moi. Avec le cheveu d'une poupée, on lui avait fabriqué une moustache. Moi, vu ma taille mince et gracieuse, je faisais la mariée. J'avais le visage entièrement grimé, les lèvres roses, 2 ronds rouges sur les joues, les yeux cerclés de col, les cils verts et bleus, le front bariolé et la tête recouverte d'un voile de tulle blanc. Quand soudain, Ahmed, toujours à la poursuite de Béhi depuis qu'il était gosse, nous découvrit dans cet état et se précipita pour apporter la chose à mon père. Razi, à vous la parole. Thank you so much. I honestly prefer to speak in Farsi to explain myself in Farsi. It's easier for me to do it. And I ask Martin to help me. Merci beaucoup. Je préfère m'exprimer en persan pour expliquer ce que j'ai à dire. Donc c'est en fait Martine qui va faire la traduction sur les passages qui vont suivre et moi je reste derrière au cas où. Reste. به عنوان یک نویسنده ایرانی بیشتر عمر من زیر محدودیت‌ها و سانسورشیپ گذشته. En tant qu'auteur iranien, j'ai passé la plupart de ma vie sous le joug de la censure et des limites. در ایران
موضوعات زیادی هست که نویسنده های ایرانی حق اینو ندارن که دربارش بنویسن. Il y a beaucoup de sujets en Iran sur lesquels les auteurs n'ont pas le droit d'écrire. یک اتفاق وحشتناکی که برای نویسندگان داخل ایران افتاده اینه که چند تا پوینت به اصطلاح ایستگاه سانسورشیپ دارن. Il y a 3 points sur lesquels la censure s'exerce le plus férocement. اول ناشر که قبل از اینکه کتاب رو بفرسته به وزارت ارشاد خودش سانسور میکنه، خودش محدود میکنه و به نویسنده تذکر میده که اینها نمیشه پابلیش بشه، نمیشه. En premier lieu, l'éditeur exerce une autocritique. Il lit le bouquin, il s'entend avec l'auteur, il lui dit ici tu dois supprimer, ça ne passera pas. دوم اینه که وقتی کتاب میره به وزارت ارشاد اسلامی اونجا یه عده‌ای کتاب رو میخونن که اطلاعاتی از ادبیات ندارن. Ensuite, le livre part au Vezarat et Ershad, ministère de la guidance. Et là, il est lu par des gens qui connaissent rien à la littérature. معمولاً اینها مولا هستن که پشت میز نشستن و کتاب. Cette habitude, c'est des mollahs qui sont derrière la table et qui lisent ce qui défile devant leurs yeux. ولی بدترین سانسور اینه که بدترین محدودیت اینه که انگار که یک دستگاهی در مغز نویسنده گذاشتن که اصلا جرأت نمیکنه حتی وقتی توی اتاق خودش نشسته و کسی دور برش نیست اون دستگاه بهش حالی میکنه که نمیتونه سراغ چند موضوع بره، موضوعاتی بره. La censure la plus terrible, c'est celle qui s'exerce à l'intérieur de la tête de l'auteur. L'auteur est à sa table, il écrit, et il est tout le temps freiné et limité. Tout le temps, il se dit non, ça passera pas. Et c'est quelque chose qui est sans relâche. یعنی خودسانسوری برای نویسنده ایرانی الان یک امر طبیعی شده. L'autocensure est devenue quelque chose de tout à fait naturel chez l'auteur qui écrit en Iran. ما نمیتونیم در مورد مذهب حرف بزنیم. On ne peut pas parler de religion. نمیتونیم در مورد زن به طور آزادانه حرف بزنیم. Ni non plus de la femme de façon libre. و هموسکسوالیتی یکی از چیزهای مهمیه که اصلاً نویسنده‌های ایرانی جرأت نمی‌کنن حتی دربارش فکر بکنن. Et l'homosexualité, c'est un sujet sur lequel les auteurs ne peuvent même pas réfléchir ou auquel ils ne peuvent même pas penser. برای همین وقتی که من این کتاب رو ناشر ایرانی به وزارت ارشاد فرستاد اینا فقط 10 صفحه اولش خوندن و گفتن نمیشه این کتاب اصلا چاپ بشه. Quand mon bouquin Les garçons de l'amour est parti au ministère de la guidance, ils n'ont pas lu plus loin que 10 pages. Ils ont dit refuser. به همین دلیل به گمانم این اولین کتاب رمان ایرانی است که توسط یک نویسنده ایرانی نوشته شده که درباره هموسکسوالیتی است. Il me semble que c'est le premier livre d'un auteur iranien sur le sujet de l'homosexualité. من فکر کردم که در یک کتاب در مورد عشق بنویسم، عشق دو مرد جوان. Je pensais écrire un livre sur l'amour, l'amitié et l'amour qui lie deux jeunes hommes. ولی اتفاقی که در ادامه کتاب پیش اومد این بود که مسئله تجاوز به پسرها هم برام مهم بود که بگم. Mais au fur et à mesure de l'écriture, il y a un autre sujet qui m'est apparu indispensable, c'est le viol des jeunes garçons. تجاوز به پسرهای جوان یک امر طبیعی شده در ایران. En Iran, c'est quelque chose, c'est un phénomène, naturel, qui passe facilement. Le viol des jeunes garçons par des hommes plus âgés. مردهایی که بسیاری از مردهایی که علاقه به رابطه با پسرهای جوان دارن اینا لزوماً گی نیستن. Et on ne peut pas dire que les hommes
qui ont des pratiques sexuelles avec des jeunes garçons, on ne peut pas dire qu'ils soient homosexuels, pas du tout. Ils sont hétéros et il y a cette pratique en plus. اینا مردایی که هستن که استریت هستن، زن و بچه دارن، ولی علاقه دارن به اینکه با پسرهای جوان رابطه برقرار کنن. Ces gens-là, ils ont une famille, une femme, des enfants, une vie sociale tout à fait normale, mais ils ont un goût pour les jeunes garçons. و هیچ قانونی در ایران نیست که نوشته نشده که با این امر مقابله بکنه. Aucune loi ne s'y oppose en Iran. چون خود ملاها هم که حاکم بر اون کشور هستن به این موضوع علاقه دارن و خودشون از کسانی هستن که به پسرهای جوان علاقه دارن که با اون رابطه داشته باشن. Les mollahs qui sont à la tête du pays, eux justement, ils sont amateurs de ce genre de pratique. Et c'est eux aussi pratiquent l'amour avec des jeunes gens, des jeunes garçons. خیلی از خانواده ها هستن که پسرهای جوانشون رو به خاطر که فقر در اون خانواده هست میفرستن که جایی کار بکنن. هر جایی میفرستن کار بکنن، اون صاحب کار خودش رو به حق میدونه که با اون پسر رابطه جنسی داشته باشه. Beaucoup de familles pauvres envoient leurs jeunes garçons travailler. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que leur maître, leur employeur, trouve tout à fait naturel de pouvoir abuser d'eux sans aucune conséquence pour eux. حتی خانواده اون پسر هم از اون حمایت نمی‌کنن. Même la famille du jeune garçon ne va pas le protéger dans une situation comme celle-là. برای که اون پسر تنها نوناور خونه است، تنها کسیه که کار میکنه و پول میاره به خونه. Parce que ce jeune garçon qui travaille, c'est le seul support de la famille. C'est lui qui ramène l'argent. Donc les parents n'ont pas du tout intérêt à le protéger, entre guillemets. بنابراین باید با این وضعیت بسازه. Et donc le jeune garçon, il est obligé de s'adapter à cette situation, de supporter. و ما عده زیادی از مردها رو داریم که اینها در نوجوانی بهشون تجاوز شده و بعد فیزیکشون بعد از مدتی دیگه محتاج این کار شده، عادت شده، فیزیکشون به طوری شده که حتما باید هر شب یک کسی باشون رابطه جنسی داشته باشه که یعنی اونا رو به اصطلاح چی بکنه. Beaucoup de jeunes garçons doivent tellement se soumettre à ça que finalement, physiquement, ils changent, ça devient un besoin et ils s'adonnent à cette pratique de façon quotidienne. ما در تهران یه پارک داریم به نام پارک دانشجو که اونجا شبها این مردهایی که در نوجوانی بهشون تجاوز شده و الان فیزیکشون احتیاج داره به اینکه اون کار ادامه پیدا بکنه، شبها به این پارک میان و دنبال مردهایی میگردن که این عمل رو انجام بده، حتی حاضرن پول بدن به اون مردها. À Téhéran, il y a un parc Daneshou, le parc de l'étudiant, qui est un lieu de rencontre pour les jeunes garçons qui cherchent à avoir une relation avec des hommes plus âgés, qui ont été tellement habitués à devoir pratiquer cette relation que c'est devenu pour eux aussi un besoin. Et c'est là qu'ils vont à la recherche d'un partenaire. متاسفانه در هیچ جایی نه گزارشی در این مورد نوشته میشه در ایران، نه ادبیات به این مسئله رسیدگی کرده و هیچ کس حرفی درباره این نمیزنه. یه چیزی که بسیار مهمه که خطرناکه کسی در موردش حرف بزنه. Ce sujet-là, aucun roman ne le traite. Personne n'en parle et c'est quelque chose de dangereux et il faut faire quelque chose pour le faire connaître à l'extérieur. C'est qu'on voit que là où l'homophobie est la plus forte, là où la persécution est la plus forte, elle est justement par ces hommes mariés qui désirent Nadji et qui vont précipiter sa chute.
Et c'est quelque chose qui n'est pas seulement finalement iranien, mais c'est un sujet qui est même tabou au sein des homosexuels en Europe et en Occident. C'est la difficulté d'acceptation de soi, c'est la difficulté justement à pouvoir assumer, et c'est comment l'homophobie est pratiquée par des homosexuels sur des homosexuels. Et ça, les personnages de Kavous et d'Ahmed sont précisément ceux par qui le malheur arrive. Jusqu'à ce que le père finisse par vouloir tuer son fils. Mais en tout cas, il y a toujours ce désir non assumé qui est à l'origine et qui précipite en fait la tombée en enfer des protagonistes. منم فکر کرده بودم که در مورد این تجاوزها، من اسمش میذارم تجاوز به نوجوانان، در مورد این تجاوزها بنویسم. Moi aussi, mon objectif, c'était d'écrire justement sur les viols pratiqués sur les jeunes garçons. اون چیزی که برای من مهمه به عنوان یک نویسنده و به عنوان یک کسی که برای دلش برای جامعه میسوزه اینه که ما سعی بتونیم بکنیم که قانون رو متقاعد بکنیم که به این مسئله رسیدگی بکنه. Mon objectif et ce que je voudrais absolument obtenir, c'est que la loi soit changée dans ce domaine. اگر این جوان مورد تجاوز حتی بره به اداره پلیس شکایت بکنه، بهش میگن که تقصیر تو بوده، یعنی اون کسی که بهش تجاوز شده مقصر هست. Si un jeune garçon va à la police pour déposer une plainte, ça se retourne contre lui parce qu'on lui dit c'est toi le responsable, c'est ta faute si ça t'est arrivé. یعنی اگر که شنیدین کسانی هستن که اعدام شدن به خاطر این کار، اون پسرهایی هستند که مورد تجاوز قرار گرفتن، نه اونهایی که تجاوز کردن. Et si vous entendez que quelqu'un a été condamné à mort pour ce genre de pratique, en fait, celui qui a été condamné à mort et qui va mourir, c'est justement la victime. C'est pas du tout celui qui a exercé c'est pas le violeur, c'est le violé. الان اون چی که من شاهد بودم در شهرهایی مثل تبریز، اردبیل و آذربایجان، حتی مشهد، یه خونه هایی هست که فاحشه خونه هایی هست که فقط پسر اونجا هستن. Ce que moi j'ai vu à Tabriz en Azerbaïdjan, donc dans l'ouest de l'Iran, mais aussi à Mashhad dans l'est de l'Iran, ce sont des maisons closes, des bordels uniquement pour des jeunes garçons. برای رسیدن به این که قانون رو متقاعد بکنیم که با اینها مبارزه بشه خیلی راه هست، برای که حکومت دست یک عده اسلامی است که این امر رو عادی میدونن و خودشون هم جزو متجاوزها هستند. Il est très difficile de lutter contre ça ou de faire changer les choses parce que ceux même qui sont au pouvoir en Iran, ce sont aussi ceux-là qui pratiquent ce genre de choses, et il est donc difficile d'une façon ou d'une autre de les convaincre de changer cette situation. Razi Rabiavi, je vais vous interrompre parce qu'on a juste une heure. On a compris ce point super important du viol des jeunes garçons qui est couvert par l'État islamique en Iran, et de la nécessité en tout cas de lutter contre cette pédérastie institutionnalisée par les mollahs. On aura peut-être l'occasion dans les questions qui suivent de revenir sur votre roman, c'est-à-dire cette histoire d'amour entre Nadji et Jamil, et sur quoi elle bute aussi en Iran. Je voudrais laisser la parole à Barak Rima. Barak Rima a fait une superbe bande dessinée. En fait, c'est un objet non identifié, c'est une poésie en images et en texte. Et revenir sur cette question du genre abordée par Barak. Vous voyez, dès la couverture, on voit le jeune Barak qui chausse la chaussure de sa mère, qui ressemble peut-être un petit peu à celle que vous avez... Pour faire de la promotion que j'ai mis mes talons. Voilà. Donc c'est difficile de ressembler à ces personnages, mais on y arrive parfois, quoi. Et je voudrais juste
En fait, il faudrait regarder, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'ouvrage en consultation ici, mais vous pouvez retrouver tous les ouvrages de nos auteurs à l'Institut du monde arabe, en traversant la Seine, où vous avez en plus une réduction de 15%. Donc les ouvrages sont en vente. Mais page 53, justement, dans cette relation difficile avec son père, voire impossible, le père dit à son fils, qui est déjà étudiant, « Fiston, ce n'est pas bien pour une fille d'être comme un garçon. Et pour un garçon d'être comme une fille, c'est pour ton bien que je le dis. » Et qu'est-ce que vous en pensez, Barak, de ceux qui veulent faire le bien contre vous? Ils se trompent. C'est très bien pour un garçon d'être comme une fille et pour une fille d'être comme un garçon. Mais à part cette phrase et peut-être la couverture, la question du genre, moi j'ai envie de dire, elle est arrivée après plein d'autres questions qui sont soulevées dans ce livre. Je sais pas qu'est-ce que je dois dire en fait. C'est quoi la question? La question, c'est justement quand on parle de cette question du genre, qui est une question qui n'est pas facile, même si c'est peut-être plus facile au Liban qu'ailleurs au Proche-Orient, mais qui n'est pas facile à dire justement. À quelle autre frontière on se heurte? À quelles difficultés? Est-ce qu'on est condamné à vivre à Bruxelles en exil, ou est-ce qu'il y a une possibilité de retour? Est-ce que la société, justement, je pense à tous les printemps qui ont eu lieu au Liban, cette question, elle n'est pas absente aussi des mouvements révolutionnaires qui ont eu lieu sur les places libanaises? Est-ce que vous avez l'impression que, justement, à force de montrer les chaussures de votre mère, que ça peut aussi faire bouger les sociétés, ou est-ce qu'on reste toujours en dehors? Oui, alors effectivement, mais je vais parler pour moi, c'est pas du tout une généralité, mais moi j'ai pas l'impression d'être condamné à un exil parce que je suis ici. Bon, moi ça fait 30 ans que je suis ici, donc l'exil il est arrivé avant la création. C'est après m'être exilé que j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Quand je suis parti, je savais même pas encore dessiner. Et donc après, la question de est-ce qu'on a besoin d'écrire en persan en Iran? Est-ce qu'on ne peut pas écrire en persan en Europe? Est-ce qu'on ne peut pas écrire en arabe en Europe? Il y a des maisons d'édition, je ne sais pas pour le persan, mais il y a des maisons d'édition qui publient des livres en arabe en Suède, en Italie, en Allemagne. Voilà, je ne sais pas, sans doute dans d'autres coins. Et donc, pour moi, la question de l'exil littéraire, elle est un peu... elle n'est pas aussi claire que ça, en fait. Parce que même en étant au Liban, bon, par exemple, mes livres, ils sont lus, ils sont vendus au Liban. Ils sont lus, j'ai un lectorat plus important au Liban qu'en Belgique ou en France. Alors c'est vrai que ça reste encore soft par rapport à la censure, parce que bon, quand on parle de genre et de sexualité, ça peut encore passer. C'est plutôt des questions comme la religion qui sont absolument impossibles à aborder. Et on a eu l'histoire avec le collectif Samandal qui s'est payé un procès pendant 5 ans pour avoir publié une page qui soi-disant serait blasphématoire, et là en l'occurrence c'était l'Église catholique, c'était pas les mollahs. Enfin bref, donc pour dire que ça passe au Liban. Oui, mais j'allais terminer. En fait, ça dépend parce que moi mes livres ils sont imprimés à 1500-2000 exemplaires, donc je suis pas non plus je suis pas dans les supermarchés, quoi. Donc forcément, ça passe parce que le lectorat, il est déjà assez restreint. C'est un cercle assez limité, et donc oui, ça passe. Maintenant, comment ça se passe la censure au Liban? C'est pas le ministère de la censure comme en Iran. C'est plutôt des individus qui lisent ou vont voir une pièce de théâtre, qui sont gênés et qui vont appeler le ministère de la censure, enfin l'âme de l'arme, c'est-à-dire les flics, en fait, la sécurité, voilà. Et parce qu'en fait, les gens au ministère, ils savent pas lire, quoi. Ils savent, voilà, donc les gens les appellent en leur disant ah là, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, ce qui s'est passé avec le collectif Samandal, c'était effectivement l'Église catholique, c'est en particulier, ça s'appelle Majlis catholique al-Alam, c'est-à-dire le conseil catholique de l'information. En fait, c'est des gens, c'est une équipe, je sais pas combien ils sont, 10, 20 personnes, ils ne font que ça.
ils lisent tout, ils vont voir tous les films, ils vont voir toutes les pièces de théâtre, et quand il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ils appellent en disant là il y a un truc à censurer. Donc en fait, c'est plutôt, ça se passe plutôt à ce niveau-là. Et donc si on a la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être dans un circuit marginal où on passe un peu comme ça, dire voilà, ça peut être lu. Et puis ça dépend. Si ça dérange personne qu'il y ait des gens qui font l'amour dans un taxi, ça peut passer. C'est très flou en fait. Après, par rapport à la question de la censure et de la liberté d'expression, je pense que c'est une question qui peut se poser dans tous les pays, dans toutes les sociétés. Alors évidemment avec des degrés de liberté bien sûr très différents, c'est-à-dire qu'ici on a une marge de liberté beaucoup plus grande que le Liban. Le Liban a une marge de liberté beaucoup plus grande que l'Iran ou que l'Arabie Saoudite, mais ça reste quand même très relatif. Et il y a des choses qui ne passent pas ici aussi, par exemple. Bon là je ne vais pas ouvrir de parenthèses par rapport à ça, mais la question de la censure, de l'autocensure, de la censure économique, de la censure qu'on se pose nous-mêmes, c'est très enchevêtré comme ça, c'est très entremêlé, et ce n'est pas aussi clair qu'il y a de la censure ou il n'y a pas de la censure. Alors effectivement, dans certains pays, c'est beaucoup plus dur et qu'on peut risquer la prison, on peut risquer d'être tué, d'être condamné à mort. C'est pas le cas ici, heureusement, mais je pense que c'est un combat de si on peut toujours pousser les limites de la liberté d'expression par rapport à ce qu'une société est capable d'admettre aussi, parce que c'est aussi une question de majorité, en fait, est-ce que la majorité des gens sont capables d'accepter, par exemple, l'homosexualité ou la question du genre ou pas. Alors, ce qui se passe, je termine avec ça, c'est qu'au Liban, entre le temps où moi j'avais 20 ans, c'est-à-dire il y a longtemps, et aujourd'hui, il y a évidemment une avancée phénoménale, et ce que je vois aujourd'hui, c'est-à-dire des groupes de personnes LGBTQI se manifester au Liban, et notamment à travers des groupes qui ont participé à la révolution de manière assez importante, et ça pas seulement au Liban d'ailleurs, dans les autres pays, dans les autres printemps arabes. Quand je vois ça, je me dis que c'est quand même une évolution par rapport du temps où de mon temps, c'était même pas présent dans le langage. Ça n'existe pas, ça n'existait pas en fait. C'était voilà. Mais alors justement, c'est ma dernière question avant de donner la parole à Iyam. Votre ouvrage, vous l'avez commencé en 98. On était dans un contexte beaucoup plus censuré et beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, il sort. Les printemps arabes, même si c'est un échec politique à court terme, c'est quand même une véritable révolution culturelle un peu partout. Et ils ont participé justement de l'émancipation et de poser ces questions de genre. Est-ce que justement ça a joué dans votre travail? Le fait que la société soit en train de bouger, occupe les places, que la visibilité est plus facile, ça a pu jouer aussi sur la possibilité de faire une couverture comme celle-ci? Alors sans doute aussi que ça a joué, mais il faut aussi prendre en compte l'évolution intérieure, c'est-à-dire que j'ai vécu, expérimenté moi-même dans ma vie et dans mon expérience de vie, qui a fait qu'en 98, je n'étais tout simplement pas prête à parler de ça, et c'est pour ça que ça m'a pris du temps. Parce que la question de l'abolition des frontières, que ce soit dans la question du genre ou les questions de classe sociale ou de race, pour moi toutes les choses sont liées, c'est-à-dire à partir du moment où on décide de faire tomber les murs et de faire tomber les obstacles, tout doit tomber. Et ça prend du temps à pouvoir le vivre pleinement et l'assumer et l'exprimer. Le sexe, la classe, la race. Merci Barak. Merci. Iyam. Alors j'ai fini votre livre ce matin, mais j'aimerais en lire un petit passage parce que c'est un livre qui est tranchant, qui est coupant, qui interroge beaucoup, et lire ce que vous écrivez sur le travestissement. Sur mon billet libanais. Page 268, oui, vous écrivez « Écrire, se travestir ». Retourner à l'étymologie du mot.
Tra ou trans pour changement, vestir pour vêtir, écrire ou s'habiller de mutations infinies. Je n'avais pas imaginé avant de croiser Mélanie combien j'incarnais mes personnages. Combien je me rêvais autre, dans d'autres vies, d'autres ports, d'autres lieux, surtout dans Paris. Aucune ville, aucun homme, ni aucune littérature n'aura réconcilié chez moi l'exil et l'asile comme cette ville. Aucun fleuve n'a élargi mes veines, comme la Seine qui coule à côté. Alors, revenir à notre question, justement, quand on interroge le genre, est-ce qu'on se condamne à l'exil? Votre roman, c'est aussi le passage du Liban à Paris. On se demande parfois si c'est pas un aller simple. Et comment justement vos références sont surtout des références occidentales dans Bataille, dans Sade. On pourrait même rajouter Surveiller et punir de Foucault ou Sacher Masoch. Et comment justement vous voyez la transgression? C'est parler du SM, parler du genre, etc. C'est clairement une transgression par rapport aux normes orientales. Où est-ce que ça vous amène? Et dans quelle mesure ça oriente aussi votre style et votre façon d'écrire? D'abord, je pense que transgresser, c'est un peu désobéir, en fait. Je pense que c'est Victor Hugo qui disait désobéir, c'est être libre, en fait. C'est commencer quelque part à chercher cette liberté. Alors, la question, elle a tellement de volets, donc si vous pouvez juste la résumer pour que je reste axée sur la réponse, pour pas répondre dans le... Voilà, transgression et création, transgression et frontières, et transgression et exil. Bon, alors, je vais... transgression et exil, je pense que l'écriture, parce que vous avez lu le passage, cette narratrice, quand elle rentre dans le taxi, je vais commencer par le début, comme ça va être plus simple. Quand elle rentre dans le taxi et elle rencontre une femme, premier réflexe de cette femme, c'est de dire « Ah zut, une femme au volant ». Donc, ce qui est absolument débile, c'est ce que j'appelle une chute en patriarchite aiguë, parce que c'est déjà un jugement posé sur quelqu'un qui conduirait moins bien ou mieux que les hommes. Donc déjà, pour moi, transgresser, c'est sortir de nos représentations, en fait. Et donc quand nous sommes alertes et construits, et là par exemple, je ne vais jamais vous sortir une ânerie pareille, mais moi, dans le taxi, dans l'urgence, j'étais pressée, je l'ai pensé, donc j'étais quand même un peu honteuse. Ma narratrice, ce n'est pas moi, hein, mais juste je dis d'où est-ce qu'est parti ce roman. Ce roman est parti d'une vraie rencontre, donc je rentre dans le taxi, j'engage la conversation avec la dame. Vous êtes chauffeur depuis quand? Elle me dit depuis 30 ans, et vous? Je lui dis moi je suis écrivain. Elle me dit écrivain ou écrivaine. Et là je lui dis vous savez, nous n'allons pas réduire la condition de la femme au mutisme d'une lettre, ce n'est qu'un E muet. Autre petite chute. Elle arrête la voiture, elle se tourne vers moi, elle me dit « Mais madame, mais il ne faut pas parler comme ça ». J'ai dit « Attendez, ce E, il est muet les 3/4 du temps, on nous gonfle avec, alors… » Elle me dit « Je vais vous poser une question, vous me voyez comment ?» J'ai dit « Bah, je sais pas, vous êtes une femme. » Elle me dit « C'est tout, vous ne voyez rien d'autre ?» J'ai dit « Bah, une femme chauffeur avec un E de taxi, je ne sais pas, dites-moi. » Elle me dit « Moi, madame, avant j'étais une femme, et je peux vous dire que j'ai longtemps rêvé de ce E et qu'il n'est pas muet. Et puis vous, madame, vous qui êtes écrivaine, les différences, vous en faites quoi ? Aucune lettre ne ressemble à une autre. » Alors là, je crois que j'ai reçu ma première claque, enfin ma première, peut-être ma énième, parce qu'il y a d'autres claques que j'ai reçues avant. Mais là, c'était pas de l'humiliation, là c'était justement, c'était une leçon d'humilité en fait, parce qu'on pense qu'on a tout déconstruit, on pense qu'on a tout compris, on pense que être libre, c'est déconstruire des carcans, mais les carcans sont innombrables. Et donc, je me suis lancée dans l'entreprise de ce livre, qui était parti de l'idée de parler finalement d'un sujet dont j'ignorais absolument tout, qui était justement la transidentité. Voilà. Et en fait, je me disais, mais moi, je ne suis pas autorisée à en parler. Après, il y a eu un lien avec cette femme, donc j'ai essayé de retranscrire son histoire et elle m'a appris sur moi, en fait. J'ai compris combien nous étions otages, en fait, de nos représentations, de comment nous sommes assignés à notre sexe biologique, finalement, à jouer des rôles, des fonctions. En fait, je pense que ce livre a été un long périple sur le rapport à la soumission, de penser qu'on a tout déconstruit et de se rendre compte qu'en fait, non, nous sommes toujours otages. Alors bon, j'ai pensé qu'il serait opportun d'ancrer donc mon personnage dans un rapport de domination avec un dominateur, puisque vous en avez parlé au début. Pourquoi ?
Parce que, pour moi, c'était juste évident. Et pour reprendre l'idée de comment est-ce qu'on choisit un sujet, est-ce qu'on transgresse, moi je ne pense pas à la transgression, moi je pense juste à essayer de me rapprocher le plus que possible de la justesse des propos, de la justesse par rapport à la souffrance, de la justesse par rapport au devenir de l'être humain ou de la liberté ou de sa quête dans l'absolu. Donc tout à l'heure nous parlions de censure et d'autocensure. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est vrai que dans nos pays, nous sommes formés à l'auto. À partir du moment où nos gouvernements, nos pouvoirs nous surveillent, peu ou prou avec violence, dépendamment des pays d'où nous venons, et que donc nous sommes assignés à l'obéissance. Quoi que vous traitiez comme sujet, vous allez désobéir parce que vous êtes. Donc, quand on est et je pense que quand nous punissons les violés, c'est parce que les violés, depuis l'enfance, ne sont pas autorisés à toucher, à exprimer leur douleur. Donc c'est une chape politique qui touche et qui impacte l'intime forcément, et donc la façon de nous vivre nous en tant qu'individus. Et quand j'ai écrit ce livre, moi, mon éditrice, qui est pourtant française, qui vit à Paris, je suis publiée chez Flammarion, qui me dit écoute quand même ton sujet. Il faudrait peut-être alléger un peu les scènes parce que franchement, je pense ton lectorat féminin, tu sais, tu comprends, le marché du livre, c'est quand même les femmes qui achètent. Et donc, c'est un peu... ça choque. Et je sais que j'ai choqué les femmes, mais je les ai choquées pourquoi? Parce que je fais la cartographie de la violence, mais la réalité est plus violente que ce que j'écris. Donc, pour moi, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Une émancipation sans mémoire de la violence est une émancipation sans avenir. Donc oui, il faut le dire à un moment donné. Et en fait, elle m'a dit, il faut alléger. Moi, bien sûr, il y a une relation entre l'éditeur et monsieur est éditeur, il le sait. Il y a une relation intime qui se crée. Et moi, j'entends ce que l'éditeur a à me dire. Parfois, si j'ai des doutes aussi sur ce qui se dit, puisqu'on parle de créativité. Donc, j'entends, je reprends parfois. Mais là, non seulement je n'ai pas suivi le conseil, j'ai rajouté des scènes. Pas pour transgresser, pas pour faire pour la provoque. Je déteste la provocation pour la provocation. Mais parce que ça faisait sens. Parce que pour pouvoir comprendre, et je fais un rapport au corps avec le politique, pour pouvoir comprendre pourquoi on se soulève, quelquefois, hélas, il faut aller tout au fond de l'humiliation. Voilà. Et donc pour moi, ce livre, ça faisait sens. Il fallait que je fasse, que mon personnage touche à cette humiliation de trop qu'il fait qu'elle se soulève, qu'elle se rend compte que son corps est le territoire de la domination, qu'il est le premier lieu des dégâts collatéraux de la manière avec laquelle elle a été élevée, aimée, punie, donc mes références à surveiller et punir, élevée dans un patriarcat finalement qui ne remet, pour reprendre les violés, les violeurs, qui ne va jamais remettre en question son système. Et le violeur, le violé, c'est aussi nos pouvoirs politiques avec le peuple qui est constamment bafoué, violé, que ce soit en Iran, que ce soit au Liban, que ce soit dans tous ces pays qui sont en lutte avec la liberté, avec une liberté qui est un grand mot, comme ça, très très beau, mais qui n'est pas manichéen, qui est très complexe. Et la transgression est, comme tu disais, sexe, race, et voilà, et classe sociale. Donc elle est à tellement de strates et tellement de niveaux qu'en fait, nous ne sommes, on dit, on ne naît pas femme, on le devient, on ne naît pas libre, on le devient, et il faut toujours le rester. C'est la grande difficulté, c'est de rester libre. Et mériter son sexe. Et mériter sa liberté. Alors, bizarrement, je me rappelle quand j'avais organisé une conférence au Caire avec les membres du comité d'éthique sur la question de la transidentité. Il s'avère que Al-Azhar et l'Iran étaient dans les années 2000 beaucoup plus ouverts que la France à reconnaître le changement de sexe. En Iran, par exemple, le changement de sexe est considéré comme quelque chose de possible et
y advenir est difficile, mais en tout cas, l'idée n'est pas du tout interdite par les mollahs. Et El-Azhar avait des préconisations qui étaient beaucoup plus libérales que ce qu'on pouvait faire en France. Donc l'interdit aussi par rapport à cette question de la transidentité n'est pas nécessairement le plus fort là où on croit. C'est-à-dire que le réactionnaire n'est pas nécessairement du côté du religieux islamique. Et je voulais dire, en tout cas, la question de s'interroger sur toutes ces frontières et justement pas être dans la provocation, mais dire et montrer le plus possible une fellation d'une bite qui pue la pisse et montrer jusqu'où ça va. Ce qui est intéressant en fait, c'est que dans ce mécanisme de soumission, dans le jeu BDSM, c'est toute l'éducation qui ressort. Et là, l'éducation, elle est vraiment, on est vraiment au Liban, disons, on est vraiment chez les coups de règle des bonnes sœurs, l'humiliation de la mère, les mères qui oublient l'anniversaire des filles, jamais ceux des frères. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est justement tout ce mécanisme qui permet de... C'est la fille qu'on élève pour servir le garçon. C'est la fille qu'on élève pour aller voir ce qui reste. Voilà. Donc, forcément, donc, quand vous êtes élevé comme ça, à un moment donné, c'est très pervers parce que quand vous êtes comme ça, abusé à petite dose, je pense que le danger, c'est que le plaisir va aller s'inscrire à cet endroit-là alors que vous souffrez. Et il y a parfois, et donc il faut être très alerte avec ces choses. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le roman Les Garçons de l'amour, parce qu'à un moment, Razi Rabiavi rappelle comment Jamil se fait violer par son employeur alors qu'il est illégal au Koweït, et donc qu'il y a un viol, qu'au début il veut tuer son violeur, dont il n'a pas l'identité, et quand il en découvre l'identité, il finit par tomber sous son emprise. Et ça, c'est assez intéressant, c'est justement sur la question de l'abus, du viol, et en même temps de l'emprise du violeur sur le violé, quoi. Il faut remonter à l'origine. À l'origine, c'est vraiment comment nous avons été élevés en tant qu'être libre ou en tant qu'être qui compose avec la soumission et qui finit par... vous savez, qui se résigne, en fait. Cette résignation à la soumission, c'est d'une violence, voilà. Donc, Alors, il nous reste 10 minutes pour que vous posiez des questions. Je vais te donner la parole, Barak, et aussi s'il y avait 3 questions dans la salle qu'on pouvait prendre et qu'on pourrait y répondre collectivement. Oui, je vais essayer d'être très rapide, mais je réagis quand même un peu à cette notion de normes orientales et occidentales. Enfin, voilà, je voulais juste un peu dire que moi j'ai envie qu'on en finisse avec l'orientalisme, l'occidentalisme. C'est aussi un débat qui se pose parfois quand on parle de modernité, de tradition. En fait, ça n'existe pas. Le colonialisme, le sexisme, le racisme, le patriarcat, etc., c'est mauvais, point à la ligne, quoi. C'est pas une question de modernité ou d'Orient ou d'Occident, en fait, c'est juste ça. Et aussi, pour terminer aussi, par rapport à cet héritage, effectivement, nous avons tous hérité de toutes ces choses en isme. Nous sommes tous transphobes, homophobes, racistes, xénophobes, etc. Mais c'est pas non plus une fatalité, c'est-à-dire que le travail qu'on fait, moi en ce qui me concerne, la bande dessinée nous permet de nous libérer de ces ismes. Exactement. Et tout à l'heure, quand on parlait de créativité, vous disiez, en fait, ce qui m'intéresse moi dans la création, c'est de toucher à ce que j'ignore, à ce que je ne connais pas. Et cette rencontre, ça a pressé en fait, ça a ouvert le cratère de tout ce que j'ignorais finalement, de ce combat que je croyais, du féminisme, en tout cas de cette émancipation. Et en fait, je me rendais compte que voilà, c'est plus on en sait et plus on ignore. Donc je traite, voilà. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est les terrains, les terrains que je ne connais pas. En général, j'aime bien relever ces défis-là. Voilà, exploration, émancipation. Vous transformez la souffrance en bande dessinée, en amour, en poésie, Barak. Alors, il y a une question, mais par contre, je vous demande juste de respecter les règles sanitaires, c'est-à-dire de ne pas toucher le micro. Et de garder le masque aussi. Donc, madame, s'il vous plaît. Merci. Non, il ne faut pas toucher le micro. Oui, donc voilà, j'ai lu avec beaucoup de plaisir le roman de Garçons d'amour et effectivement, moi je trouve que c'est un roman très complexe qui amène à tous les niveaux la question de
de la censure, mais aussi de la répression à tous les niveaux de la société. Ce n'est pas seulement mais en même temps, on voit très clairement comment la culture dominante est quand même amenée par la politique qui domine. C'est pas seulement, on ne peut pas mettre au même niveau de la responsabilité tous les gens. Mais par contre, dans ce que vous avez dit, comme il se trouve que je suis iranienne aussi, ce que vous avez dit sur la liberté qui existerait en Iran pour les trans et pour le changement de sexe, moi je trouve qu'il y a vous n'avez pas, ça veut dire en fait il n'y a pas ça. C'est que la politique dominante a décidé, ça veut dire l'État a décidé de, comme ils pensent que ce n'est pas leur faute d'appartenir à un sexe, etc., de faire le changement, et même pour les homosexuels, ils le proposent. C'est une violence de plus, c'est une double violence. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment manier avec beaucoup de... C'est des choses complexes. Et les déductions politiques selon quoi en Iran la situation serait meilleure, je ne suis pas d'accord. Et en plus, c'est une double violence et triple violence envers les homosexuels et les trans aussi. Oui, tout à fait. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que du point de vue du discours théologique et de la discussion juridique, à un moment où en France, on a quand même mis beaucoup de temps quand même pour reconnaître la transidentité, pour la faciliter, pour que ce soit remboursé par la sécurité sociale, pour que l'accompagnement... On est quand même dans une situation où les choses sont quand même vraiment pas faciles pour les trans. Ce qui était étonnant, c'est que dans les années 2000, justement, la question possible, je veux dire, du changement de sexe était possible. Là où chez nous, à un moment donné, elle n'était pas possible. Ça ne veut pas dire que ça ne cache pas une violence homophobe, sexiste et autres. Je dis pas ça. C'est une distorsion du genre, excuse-moi. Voilà. C'est une distorsion. C'est parce qu'en fait, ils pensent régler l'homosexualité en proposant « Ah, vous êtes homo, écoutez, vous changez de sexe, vous n'êtes plus hors la loi. » C'est d'une violence et c'est d'une assimilation entre la transidentité qui n'a rien à voir avec les orientations sexuelles. D'ailleurs, j'en parle dans le livre où je dis finalement, il a toujours aimé les femmes, mais il a toujours été donc une lesbienne dans un corps biologique femme. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est absolument... moi, quand je ne le savais pas, et en effet, j'ai trouvé, mais c'est une perversion de plus, en fait. Ben, Razi l'a bien raconté, la perversion sur la pédérastie des mollahs et l'homophobie des pédérastes. On est quand même sur ce type de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que le changement d'identité, on a quand même mis vraiment beaucoup de temps avant d'y arriver ici en Europe. Razi, vous auriez à réagir sur cette question qui a été posée ? Dans ce que j'ai entendu, dans les nouvelles qui arrivent jusqu'en Occident, ce que j'ai entendu à Londres, c'est que l'État iranien prévoit des crédits, des subventions pour les homosexuels pour changer de sexe. Et en Occident, on a donné cette nouvelle en la présentant comme la tolérance de l'État iranien. Alors que ce n'est pas du tout une tolérance de l'État, c'est une obligation, c'est une violence, parce que ce qui est dit, c'est vous choisissez, soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme. Il n'est pas permis de circuler entre ces deux choses-là, ou c'est l'un, ou c'est l'autre. Beaucoup d'hommes qui ont fait la transition et qui sont devenus des femmes, maintenant s'en repentent, sont malheureux
et ont fini leur vie dans des bordels, en fait. L'issue de l'aventure est extrêmement négative. یک چیز دیگه هم که در اخبار به غلط اومده و به غربی‌ها گفته میشه اینکه یک پارکی در تهران هست که اونجا گی‌ها میتونن جمع بشن و همدیگر رو ملاقات کنن، در حالی که این یک دروغه. Les nouvelles ici qui parviennent en Occident ont aussi dit qu'en Iran, à Téhéran, il y a un parc où les gays peuvent se rencontrer. اونجا محل اومدن مردهایی است که در نوجوانی بهشون تجاوز شده و الان نیاز دارن که همون پارک دانشجو که شما میگفتی. Il parle du même parc dont on parlait avant et c'est présenté en Occident comme une tolérance alors que ce n'est pas du tout le cas. و یه عده مردهایی هستن که هموسکسوال نیستن، فقط میان اونجا برای که اون عمل رو انجام بدن و پول بگیرن از اینا. Et il y a beaucoup de jeunes qui vont là et c'est pas qu'ils soient eux-mêmes homosexuels, c'est simplement parce que ils peuvent avoir un rapport et récupérer de l'argent. بنابراین باور نکنید که دولت تحمل میکنه اینکه یک جایی باشه که homosexuels همدیگر رو ملاقات کنن. Donc il faut certainement pas croire ce qui est présenté par l'État comme étant un endroit où les homosexuels pourraient se rencontrer. homosexuels آدم‌های معمولی هستن که پارتنراشون رو توی مهمونی توی جاهای دیگه می‌بینن انتخاب می‌کنن. Les homos, c'est juste des gens ordinaires qui trouvent leurs partenaires, comme vous et moi, dans les parties, dans les invitations, dans les sociabilités. Et chaque année, le régime des mollahs pend des homosexuels en Iran. Barak. Oui, moi je voulais juste dire deux mots là-dessus. C'est qu'il y a autant de... Comment dire, la transidentité, il y a autant de manières de vivre la transidentité qu'il y a de personnes trans. Et quand on propose à des homosexuels de changer de sexe, c'est pour moi une manière de cacher les choses, c'est-à-dire que ils deviennent femmes ou elles deviennent hommes et qu'en fait l'apparence est sauve. C'est un peu ça en fait, l'apparence elle est sauve. On ne voit plus la multitude de possibilités de vivre son expression de genre entre les deux. Et donc, oui, je rejoins le fait que c'est une violence de plus, quoi. Ouais. En fait, tant que c'est caché, ça va. Il ne faut pas qu'on le voit, en fait. Il me semble que ce qui se passe en Iran, c'est que... I'm sorry. En islam, toute la législation est genrée. C'est-à-dire, il y a les lois pour les femmes et il y a les lois pour les hommes. Et ce qui gêne dans l'histoire, c'est qu'on voudrait être à la fois un peu l'un, un peu l'autre. Ça ne va pas. Ou on est une femme et on suit la législation de la femme, ou on est un homme et on a le droit de faire comme font les hommes. Yam, pour conclure. Non, je voudrais juste dire que dans cette représentation du genre, bon, on est un peu, juste je reprends comment on a été élevé en tant que finalement il y a une séparation de genre et de rôle, le sexe dominant et le sexe femme qui est quand même soumis à... Bon, dans cette représentation-là, les hommes aussi souffrent, il n'y a pas que les femmes. Et moi, je tiens à le dire, c'est-à-dire que si on veut parler de féminisme, il faut que ce soit un féminisme qui revient aux bases du féminisme, qui est la lutte pour l'égalité des sexes, un travail inclusif de tout le monde. C'est toute une éducation qui est à refaire au niveau de la base, qui est comment on élève nos enfants aussi, par rapport à cette liberté finalement, cette liberté à laquelle on aspire, de sortir de tous ces carcans-là. Voilà, pour moi c'est important de le spécifier, que cette lutte doit toujours être, doit englober la société entièrement. Voilà. Merci à tous les trois. Merci pour ces trois superbes ouvrages. Nos longues années en tant que film de Iyam Yared, Les garçons de l'amour de Razi Rabiavi et Dans le taxi de Barak Rima. Ces trois ouvrages que vous pouvez retrouver en traversant la Seine à la librairie de l'Institut du monde arabe, ou bien sûr en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Je vous remercie, c'est super intéressant. Je vous propose à ceux qui sont là de continuer la discussion en dehors. Si vous voulez, on peut se retrouver dehors sur le parvis. Il fait beau, on peut continuer la discussion. Shukran jazilan.